Est-ce qu'on pourra se baigner dans la Seine ou pas? On a vraiment travaillé une politique tarifaire qui soit la plus juste possible pour que ces places finalement soient accessibles. Ce concept-là, il permet typiquement de diminuer de 50% l'empreinte carbone de Londres. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai discuté avec Marie Barsac, directrice Impact et Héritage de Paris 2024 en vue des Jeux qui se dérouleront l'année prochaine à Paris. Avec elle, on a évoqué tous les enjeux liés aux Jeux Olympiques, que ce soit l'écologie, la diversité ou encore l'impact économique que ces Jeux auront précisément dans les lieux où ils se dérouleront. J'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à mettre un commentaire et pensez à vous abonner, c'est super important pour nous soutenir. Bonne vidéo. Quels sont les principaux enjeux d'un point de vue héritage et impact pour Paris en 2024 ? Notre principal enjeu, c'est que les Jeux soient utiles et que les Français en aient la conviction. On a pensé en fait ce programme d'héritage des Jeux dès la phase de candidature pour expliquer aux Français qu'il était important de candidater finalement pour accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024 parce que ça allait être un accélérateur de pas mal de choses qui allaient changer leur vie au quotidien. En mieux évidemment. Les Jeux sont un accélérateur pour mettre plus de sport dans le quotidien des Français par exemple. Aujourd'hui, la France, comme d'autres pays, est particulièrement marquée par la sédentarité. C'est une des causes du trou de la sécurité sociale par exemple. Ça coûte 140 milliards par an d'euros à la France quand même, la sédentarité. Donc, si on... Des maladies qui sont liées à la sédentarité. Exactement, exactement. 80% des enfants ne sont pas au niveau des recommandations de l'OMS et donc du coup ce sont des enfants qui vont déclencher des maladies comme le diabète par exemple de type 1 beaucoup plus jeunes que les générations précédentes. Et donc pour ça du coup on agit, on a proposé un programme, peut-être qu'on y reviendra, de 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école. Un programme qui a été expérimental au départ avec l'Éducation nationale et un programme qui est aujourd'hui généralisé par l'Éducation nationale dans 36 000 écoles de France. On a d'autres enjeux importants sur lesquels on est très mobilisés qui relèvent plus de l'organisation des Jeux, tout simplement donner accès à nos marchés. Nous allons lancer là d'ici 2024 2,5 milliards de marchés, ce qui est beaucoup et ce qui représente aussi des opportunités économiques pour les entreprises françaises et notamment les TPE, les PME, et puis aussi les entreprises de l'économie sociale et solidaire. On s'est donné des objectifs d'ouvrir grand les Jeux, c'est notre slogan, et donc y compris d'ouvrir des opportunités économiques à ce tissu économique. Et donc là, on a mis en place des programmes avec une plateforme Entreprise 2024 pour les TPE-PME, mais qui seront liés directement au jeu? C'est pour aider ces entreprises par projet? Une plateforme ESS 2024. Et là, sur ces plateformes, à la fois, on donne évidemment l'accès au marché que l'on publie, mais surtout, en amont, on prépare les acteurs à pouvoir répondre à nos marchés. Donc, depuis 2019 que ces plateformes existent, on a passé beaucoup de temps à donner les calendriers de nos marchés, expliquer les natures de marché, comment on va les lancer dans le calendrier, comment répondre à nos marchés, comment s'associer à plusieurs quand on est une TPE-PME pour répondre à nos marchés. On a créé des temps de rencontre entre nos sponsors aussi et des TPE-PME et des ESS de Seine-Saint-Denis pour que nos sponsors puissent aussi s'appuyer en sous-traitance sur ce tissu économique de la Seine-Saint-Denis pour répondre à leurs enjeux aussi, puisque nos sponsors achètent aussi dans le cadre des Jeux. Donc on a vraiment créé une dynamique autour de nos marchés pour que finalement on ne laisse pas l'offre et la demande se gérer tout seul, mais qu'on soit très moteur pour qu'il y ait véritablement des retombées économiques pour les TPE, les PME, les entreprises du territoire français et y compris en Seine-Saint-Denis, entreprises franciliennes. Et finalement, Paris 2024, c'est, je ne sais pas si on peut appeler ça une entreprise, c'est une entreprise qui est assez engagée finalement, puisqu'il y a des logiques de développement, des logiques justement sanitaires, donc aider les jeunes à aller mieux et à faire de l'exercice. Et il y a aussi une logique d'inclusivité, puisque je crois que les Jeux de Paris d'ailleurs sont les seuls à avoir le même logo pour les Jeux paralympiques et olympiques, et il y a aussi une forte démarche en termes d'inclusivité. Oui, ça c'est vraiment un axe de travail très fort, notamment en matière d'héritage. Pour la première fois, la France va accueillir les Jeux paralympiques d'été. Ça ne s'est jamais fait et pour nous c'est une responsabilité énorme pour faire avancer notre pays sur le sujet du handicap. On a encore beaucoup à faire et on se dit là aussi, comme pour la lutte contre la sédentarité, c'est l'occasion unique parce que les Français vont être captifs et donc on va utiliser les Jeux paralympiques comme une locomotive pour changer le regard des Français sur le handicap et favoriser du coup une vie plus inclusive pour les personnes en situation de handicap, faciliter leur inclusion dans la société. Je ne sais pas si vous avez vu notre mascotte qui a un handicap visible, c'est assez important aussi pour nous dans ce symbole-là de montrer un handicap visible pour donner l'occasion de parler du handicap. Il y a un
élément très important pour nous en termes d'héritage, c'est de permettre à plus de personnes en situation de handicap de faire du sport. Aujourd'hui, j'évoquais la situation des enfants par rapport à la sédentarité. C'est la même chose pour les personnes en situation de handicap. Elles sont 2 fois moins actives que des personnes valides. Donc du coup, on a lancé un programme. Au départ, c'était une expérimentation, de nouveau, avec la ville de Paris, le comité paralympique français et nous, pour créer finalement des modules de formation pour former des clubs à accueillir des personnes en situation de handicap en mixité. L'objectif, c'est de pouvoir donner accès à proximité de chez eux à des personnes en situation de handicap à une offre de pratique sportive plus large. Parce qu'en fait, la réalité d'aujourd'hui, c'est que quand vous êtes en situation de handicap, l'offre de pratique sportive, elle est assez faible. Et donc, si vous n'aimez pas le foot, par exemple, ou le basket, parce qu'il y a un club de basket fauteuil à côté de chez vous, vous ne pouvez pas pratiquer de sport. Et on parlait d'inclusivité, mais est-ce que tout le monde pourra accéder à ces jeux ? Je pense à ça parce que je sais que récemment, il y a eu beaucoup de gens qui critiquaient le fait que c'était assez cher les places qui ont été mises en vente. Est-ce qu'il y a des moyens d'accéder à ces jeux ? Je pense aux enfants, par exemple, qui ont participé, comme vous dites, il y a des programmes pour inciter les jeunes pour parler des Jeux Olympiques. Est-ce qu'ils pourront assister à ces Jeux Olympiques On a vraiment travaillé une politique tarifaire qui soit la plus juste possible pour que ces places finalement soient accessibles. Donc il y a 1 million de billets par exemple à 24 € qui sont mis en vente, alors par vague. Donc c'est pour ça que vous avez entendu que dans cette vague des ventes par pack, il y a eu des frustrations puisque quand certains se sont connectés tardivement effectivement par rapport au premier, il n'y avait plus de billets à 24 €. Mais là dans la prochaine vague du mois d'avril, il va y avoir des billets à 24 € qui vont être mis en vente. Il y a quand même aussi 4 millions de billets à moins de 50 € sur l'ensemble. Donc c'est quand même pas mal aussi. Et c'est en fonction des revenus, c'est en fonction non, de... Non, ça c'est grand public, tout le monde achète en fonction de ce qu'il peut acheter. En revanche, à côté de la politique billetterie, on va dire, de vente, il y a une autre billetterie qui a été proposée par Paris 2024. Nous avons offert à nos collectivités hôtes, donc celles qui vont accueillir des compétitions et pour lesquelles il y a un sujet d'utilité des jeux et de lien avec les jeux un peu plus fort pour les habitants de ce territoire. Je pense notamment aux jeunes de Seine-Saint-Denis, par exemple. Exactement, c'est tout à fait ça. Mais aussi à Paris, mais aussi à côté d'Élancourt, pour ceux qui habitent de ce côté-là, puisqu'il va y avoir le cyclisme là-bas, sur la colline d'Élancourt. Donc là, c'est 100 000 billets quand même qui ont été donnés, du coup, aux collectivités hôtes en fonction du nombre d'épreuves qu'elles accueillent dans leur territoire. Et puis enfin, l'État a acheté 400 000 billets pour les Jeux Olympiques, pour les Jeux Paralympiques, afin de donner accès à des personnes qui sont en général éloignées des Jeux, du coup, leur donner ces billets. L'Éducation nationale est le premier évidemment, bénéficiaire de ces billets, puisqu'il y a notamment une enveloppe de 200 000 billets qui est donnée à l'Éducation nationale pour les Jeux Paralympiques, parce que nous avons fait en sorte que la programmation des Jeux Paralympiques corresponde à une semaine de cours. Donc c'est la semaine de la rentrée 2024. Elle est commune avec les Jeux Paralympiques. Et là, l'Éducation nationale travaille en ce moment à la répartition et à la mécanique pour faire gagner finalement cet accès gratuit aux Jeux pour les classes qui se seront engagées sur les programmes du coup, que l'on propose, Semaine olympique et paralympique, mais aussi le programme plus largement Génération 2024. On a parlé d'héritage, mais il y a aussi une notion d'impact. Organiser des Jeux, c'est un vrai impact écologique. Ne serait-ce que les personnes qui vont soit partir de Paris pour éviter, je sais pas, le chaos des jeux, et ceux qui vont arriver sur Paris, qui viennent du monde entier en avion, etc., pour venir voir les Jeux, sans compter l'installation, la venue des athlètes, etc. Comment on gère l'impact écologique et comment on essaie de faire en sorte de le minimiser dans une situation de crise écologique ? Oui, alors vous avez raison, un événement sportif, comme il se déroule à un endroit, il génère forcément des déplacements. Et quand c'est un événement mondial qui réunit 206 nations, forcément, il y a une empreinte carbone qui est liée au voyage de tous les athlètes et des spectateurs qui vont venir à Paris pour voir les Jeux, ça c'est sûr. Donc ça c'est la contrainte. Maintenant, comment on est effectivement conscient du contexte qui est le nôtre en matière de crise climatique et de conscience écologique, on a pensé un concept qui s'appuie sur de l'existant pour que finalement nous réduisions au maximum notre empreinte carbone sur ce qui est possible de faire, c'est-à-dire ce qui est le plus générateur d'empreinte carbone, la construction d'équipements. Donc alors que Londres, par exemple, construisait une dizaine d'équipements sportifs, nous construisons un seul équipement sportif, c'est la piscine olympique. Une piscine olympique qui répond d'ailleurs d'abord à un besoin de piscine dans le territoire de la Seine-Saint-Denis, puisqu'elle est juste en face du Stade de France et qu'elle va devenir une piscine à destination des habitants et pas une énorme piscine pour des compétitions internationales. Son objectif, ça sera vraiment d'être une piscine
pour les habitants de Saint-Denis. Donc un seul équipement sportif. On construit également un village olympique, mais finalement ce village olympique, il aurait été construit de toute façon puisqu'il y avait un plan évidemment immobilier sur le lieu d'implantation du village olympique. Et donc là, on va plutôt maximiser ce projet immobilier pour en faire un démonstrateur, là aussi écologique, de ce quartier qui va devenir un écoquartier avec l'utilisation de beaucoup de bois, une empreinte carbone très légère, notamment avec des méthodes sur le béton, low carbone, assez impressionnant. Enfin voilà, il y a plein de nouvelles technologies qui ont été mobilisées pour la construction de ce village olympique pour en faire vraiment un quartier le plus neutre en carbone possible. Donc ça, c'est finalement notre méthode, c'est de construire peu et d'utiliser du coup des sites existants. Et donc c'est comme ça que vous allez retrouver le taekwondo, l'escrime au Grand Palais, le tir à l'arc sur l'esplanade des Invalides, l'équitation au château de Versailles. On va avoir le judo au palais éphémère, au Grand Palais éphémère, Petit Palais éphémère, non Grand Palais éphémère, je ne sais plus, Grand Palais éphémère je crois, au bout du Champ de Mars. Bref, on utilise le foot, j'allais oublier quand même le beach volley au pied de la Tour Eiffel. Et évidemment, nous allons utiliser tous les équipements sportifs qui sont de grande qualité et qui existent déjà. Donc Roland Garros, on va retrouver de la boxe à Roland Garros d'ailleurs, ça va marquer les esprits. On va utiliser le Stade de France, bien évidemment, et évidemment les sites, par exemple le Vélodrome de Saint-Quentin, qui existe déjà, ou la base nautique de Vers-sur-Marne pour l'aviron et le canoë. Donc on utilise les sites existants, on utilise des lieux finalement existants qui sont des lieux patrimoniaux, mais là on va juste les aménager pour accueillir du public et on démonte tout au lendemain. Ça permet vraiment de limiter l'empreinte carbone. Donc ce concept-là, il permet typiquement de diminuer de 50% l'empreinte carbone de Londres. Le comité a annoncé une parité homme-femme. C'est quoi exactement? Comment vous allez mettre en place une parité homme-femme? La parité dont vous parlez parfaite, c'est la qualification des athlètes. Il y aura autant d'athlètes filles que d'athlètes garçons qui vont participer aux Jeux. Donc ça, c'est un symbole qui est extrêmement fort. On n'était pas très loin, pour être très honnête, aux derniers Jeux de Tokyo. Donc c'est le sens de l'histoire. Mais là, au moins, on crante le principe. Il n'y aura plus de retour en arrière possible au lendemain des Jeux de Paris 2024. Mais derrière ça, on veut aussi médiatiser les athlètes féminines et avoir des moments aussi de forte médiatisation des épreuves féminines. C'est comme ça que, par exemple, une épreuve très symbolique des Jeux, qui est le marathon. C'est une épreuve de forte audience parce que c'est juste avant la cérémonie de clôture et ça se termine dans le stade olympique. Là, c'est dans le Stade de France, j'imagine. Exactement. Et là, ça sera finalement le marathon féminin qui sera à l'honneur avec une remise des médailles pour les vainqueurs féminines juste avant la cérémonie de clôture des Jeux. Alors, toute dernière question, est-ce qu'on pourra se baigner dans la Seine ou pas? Exactement, ça sera aussi un très bel héritage. Est-ce qu'on a pris du retard ou c'est vrai? Parce que personne n'y croit en réalité. Mais c'est ça va être une belle surprise. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent d'arrache-pied sur le sujet. C'est pas simple parce qu'il faut travailler sur énormément de kilomètres pour évidemment s'assurer que la Seine soit propre, parce que ça concerne aussi la Marne. Donc ce travail est en cours et avance très bien. Donc je vous donne rendez-vous en maillot de bain en 2024. Il y aura des épreuves dans la Seine? Oui, tout à fait. Il y aura l'épreuve de triathlon. D'accord. Et puis la nage en eau vive aussi qui sera dans la Seine. Ok. Bon, en espérant que pour les athlètes déjà que la Seine soit propre et puis pour nous pour qu'on puisse se baigner. Pour les Parisiens, exactement. Merci beaucoup Marie Versac. Avec plaisir. C'était très intéressant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours laisser un j'aime, mettre un commentaire et pensez à vous abonner, c'est super important pour nous soutenir. Salut!